Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus technique qui va principalement s'adresser aux investisseurs ayant déjà un petit peu d'expérience sur les marchés. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler du hedging, ou plus généralement du fait de hedger sa position. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, pas d'inquiétude, je vous en parle plus en détail juste après le générique. Alors, c'est parti! Et donc pour commencer, petite explication rapide, le hedging ou le fait de hedger sa position, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une technique qui a pour but notamment de limiter les pertes sur vos positions, mais également d'augmenter votre capital en cas de retournement de la tendance générale du marché, alors que vous êtes vous-même déjà positionné sur ce même marché. Et pour cela, la mise en pratique est relativement simple, hein. On va volontairement parier contre la position que l'on vient de prendre à l'aide d'un outil qui va notamment être le short, et pour cela, on va utiliser une faible partie de notre capital, hein, généralement entre 5 à 10%, et à cela, on va pouvoir ajouter ou non, hein, c'est pas obligatoire, un effet de levier. L'objectif de cette manœuvre et de cette technique, ça va être d'accepter potentiellement, hein, une perte en capital qui est relativement faible, on parle, comme je vous le disais, de 5 à 10% de notre capital que l'on va miser, mais qui peut rapporter bien plus dans le cas où on aurait fait un mauvais achat initial, ou tout du moins si la tendance est à la surchauffe au niveau des marchés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'on remarque qu'avec la remontée importante des cours au niveau des crypto-monnaies, eh bien il y a effectivement certains paliers qui ont été passés relativement vite, et donc ça peut entraîner un mouvement un petit peu de peur au niveau des investisseurs. Alors bon, je sais que dit comme ça, c'est un petit peu barbare, hein, sans vraiment des explications. Ne vous inquiétez pas, j'ai un petit exemple qui va être extrêmement parlant et qui va très bien résumer la situation. Donc, dans notre exemple, on va partir du principe que l'on achète pour 1000 $ de Bitcoin, alors que le Bitcoin est à 104 000 $. À partir de ce moment-là, il y a deux grandes possibilités qui s'offrent à vous, hein. Merci Captain Obvious. Soit le prix du Bitcoin, il augmente et il continue d'augmenter, voire même, dans certains cas, il peut même partir en bull run. Et dans ce cas-là, vous êtes heureux, voire très très heureux, hein, si vous venez d'acheter et que le marché s'enflamme complètement. Mais également, vous pouvez également avoir le marché qui peut diminuer, voire chuter fortement. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas content, voire pas content du tout, hein. Si vous avez acheté du Bitcoin à 104 000 $ et qu'on le retrouve à 90 000, là vous serez effectivement moins heureux. Eh bien, c'est ici qu'intervient justement le fait de hedger sa position et donc de faire du hedging. C'est si dans le deuxième cas, on avait hedgé notre position, ça nous aurait notamment permis de limiter la casse au niveau de notre investissement. Alors bon, concrètement, comment est-ce que tout ça se matérialise au niveau du hedging et du fait de hedger sa position? Eh bien, c'est très simple, hein. Au moment où vous allez acheter les 1000 $ de Bitcoin à 104 000 $, eh bien, au même moment, vous allez prendre une position short au niveau du marché. Pour mon exemple ici, je suis parti sur 10% qui vont représenter, hein, le capital que je suis prêt à mettre en jeu à ce niveau-là. Donc 10% de 1000 $, c'est 100 $ que je vais miser. Et pour, encore une fois, ici, notre exemple, je suis parti sur un effet de levier à x2. Ce qui veut dire qu'en réalité, je mise effectivement 100 $ en short, mais cette mise, elle est multipliée par 2, c'est donc en réalité comme si j'avais misé 200 $. Mais au niveau vraiment du capital que ça va me coûter et qui va m'être impacté, c'est au maximum les 100 $, donc c'est-à-dire la quantité d'argent que j'ai mis en place sans l'effet de levier. Et de nouveau ici, on a deux scénarios qui se dessinent et qui sont possibles. D'une part, si le marché monte, eh bien dans ce cas-là, hein, votre position, donc les 1000 $ que vous avez achetés, ils sont en train de prendre de la valeur. Donc là, sur ce côté-là, vous êtes content. Mais malheureusement, la position que vous avez hedgée, hein, donc les 100 $ que vous avez misés, eh bien si effectivement vous avez parié à la baisse alors que le marché monte, eh bien vous êtes trompé pour le coup, et vous allez effectivement perdre en capital sur ces 10% que vous avez positionnés, donc ces 100 premiers dollars. Par contre, là où c'est intéressant, c'est si jamais le marché baisse. Si le marché baisse, votre position que vous avez achetée, donc les 1000 $ à 104 000 $, là effectivement, vous allez perdre en capital, puisque votre position est réduite. Cependant, comme vous avez parié à la baisse au niveau du marché et que effectivement le marché baisse, eh bien vos 100 $ de départ vont augmenter petit à petit au fur et à mesure que le marché va baisser. Et c'est donc dans ce genre de situation que le hedging est intéressant, parce que d'une part, si le marché monte, vous êtes quand même gagnant du fait que vous avez justement pris une position qui va prendre de la valeur, même si potentiellement vous allez gagner moins, parce que la position que vous avez prise en hedging, elle, va perdre de la valeur. Mais au contraire, si jamais le marché venait à baisser, ok, votre position initiale va perdre en valeur, mais elle aurait quoi qu'il arrive perdu en valeur puisque vous aviez acheté à 104 000 $,
Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec le pari à la baisse au niveau justement de notre short, eh bien là on va pouvoir récupérer de l'argent. Alors attention, vous avez bien entendu, je parle de récupérer de l'argent, je ne parle pas d'en gagner. Encore une fois, ici le hedging, c'est pas une solution pour gagner à tous les coups, mais plutôt vraiment pour limiter la casse. Parce que, bah oui, hein, c'est pas une solution miracle, ça n'a pas que des avantages, et je vous ai fait d'ailleurs une petite liste des avantages et des inconvénients que l'on peut retrouver au fait justement de prendre des positions en hedge au niveau justement de nos investissements. Si je commence au niveau des avantages, on va notamment avoir le fait, encore une fois, de limiter la casse en cas de baisse de marché, et j'insiste là-dessus, on est sur limiter la casse, hein, pas gagner de l'argent. L'inconvénient, c'est que ça diminue les gains en cas de hausse du marché. C'est ce que je vous expliquais, hein. Si le marché continue de monter, certes, votre investissement de départ prend en valeur, donc là vous êtes content, mais vous allez tout de même gagner moins parce que votre position en hedge, elle va effectivement perdre en valeur petit à petit. Un autre avantage de cette solution, c'est que ça représente un faible pourcentage de votre capital investi. On parle effectivement de 5 à 10%. L'inconvénient qu'on peut retrouver également à ce niveau-là, c'est que le temps que vous allez prendre votre position en hedging et que celle-ci n'est pas clôturée, vous allez devoir payer des frais sur cette position. Alors je vous rassure tout de suite, hein, au niveau des frais, ils sont relativement faibles et ils sont pris sur ce que vous pouvez potentiellement gagner. Donc ça veut dire que sur les 100 $, au maximum, vous pouvez perdre totalement 100 $ au niveau des frais. Mais avant de claquer 100 $ de frais sur de ces petites positions, hein, encore une fois, si on part sur les 1000 $ de notre capital investi au départ, eh bien, vous en avez pour franchement des centaines, voire des milliers de jours à tenir votre position. De ce côté-là, vous devriez être relativement tranquille, vous n'allez pas vous faire grignoter par les frais, à moins, encore une fois, de tenir votre position pendant plusieurs années, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Et d'ailleurs, pour limiter le fait justement de devoir à un moment donné payer trop de frais ou autre, je vous rappelle que vous avez bien entendu la possibilité de mettre un stop loss, ce qui vous permettra de limiter vos pertes. Si on reprend encore une fois l'exemple que je vous ai donné avec les 100 $, dans le pire du pire des cas, vous pouvez perdre les 100 $, ce qui effectivement est quand même dommageable, mais vous avez bien entendu la possibilité de mettre une barrière, un franchissement, qui vous empêchera d'aller jusqu'à cette zone-là. Imaginons que vous ayez totalement mal pris votre position de hedging, vous pourriez dire, ok, j'ai pas envie d'aller jusqu'à la perte de mes 100 $, mais si jamais je perds jusqu'à, je sais pas moi, 25 $, eh bien tout s'arrête. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez couper votre position lorsque la perte sera à 25 $, et dans ce cas-là, effectivement, vous n'aurez perdu que 25 $. C'est toujours une perte, on est bien d'accord, mais c'est un petit peu le risque que l'on est prêt à prendre ou non vis-à-vis de cette position. Et donc vous l'aurez normalement compris avec ce que je viens de vous expliquer, le fait de regarder son stop loss, de suivre l'évolution du marché, etc., etc., le fait de faire du hedging et donc de hedger sa position, ça va demander un minimum de suivi. On n'est pas sur du mode buy and hold, je ferme les yeux et on fait le bilan dans 6 mois. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder toutes les 2 heures votre position, mais regarder et jeter un petit coup d'œil tous les jours ou tous les 2 jours, c'est effectivement quelque chose qui va être nécessaire, et donc effectivement, ça va prendre un peu plus de temps qu'un simple buy and hold ou du DCA. Au niveau de la mise en place de la stratégie de hedging, je vais vous montrer quelques exemples après, vous allez voir que c'est extrêmement simple à prendre en main. En 3 clics, vous avez la possibilité de prendre une position avec ou sans effet de levier, avec beaucoup de capital, pas beaucoup de capital, etc., etc. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à tous les types d'investisseurs. Encore une fois, si vous êtes un investisseur long terme, ce type de stratégie et de technique n'est pas spécialement approprié, ou en tout cas, pas approprié sur l'ensemble de vos positions. Parce que j'insiste énormément là-dessus, ce n'est pas bien entendu une solution miracle. Ça ne va pas vous faire gagner de l'argent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation du marché, qu'on soit bien d'accord. Alors bon, arrivé jusqu'ici, je vous ai expliqué ce que c'était le hedging, quels sont les objectifs, quels sont les avantages et les inconvénients. Je vais maintenant vous expliquer justement comment déterminer s'il est possible de hedger sa position. Parce qu'on va le voir que sur plein de crypto-monnaies, il n'est pas possible de prendre ce type de position, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché qui le propose. Alors, pour déterminer s'il est possible de réaliser du hedging, le plus simple, c'est tout simplement de vous rendre sur un comparateur type CoinGecko, CoinMarketCap. Ici, pour l'exemple, je vous le fais avec CoinGecko, mais c'est exactement la même chose. Je suis sur le projet BitTensor Tao et je veux justement voir s'il est possible justement de faire du hedging dessus ou non. Et bien pour ça, je vais tout simplement me rendre dans l'onglet marché pour voir les différentes plateformes qui vont proposer l'achat et la vente de BitTensor Tao. Et dans mon cas, ce qui va m'intéresser, c'est justement les contrats perpétuels. Donc les contrats qui vont permettre justement de short ou de long. On n'est pas sur de l'achat spot. Donc on remarque que dans le cas de BitTensor, on a effectivement des contrats perpétuels donc qui vont nous permettre le short et le long et on voit
voit qu'on pourra le faire soit sur BitGet, sur Binance, sur ByteFi, etc., etc. Donc là, vous avez toutes les plateformes qui vont vous proposer justement de faire, d'une certaine façon, ce hedging. Par contre, si je prends une autre crypto-monnaie, donc ici, je prends le Argo Coin, hein, AGC, de nouveau, je vais sur l'onglet marché. Si je vais sur les contrats perpétuels, on voit qu'il n'y a aucune paire d'échanges. Donc typiquement, effectivement, sur AGC, je n'ai pas la possibilité de faire du hedging, je n'ai pas la possibilité de hedger ma position. Alors que sur BitTensor Tao, oui. Ceci étant dit, maintenant que vous savez comment déterminer s'il est possible de hedger sa position ou non, je vais vous montrer un exemple pratique, d'abord sur un CEX, donc un exchange centralisé, et puis on verra comment c'est possible de faire ça sur un DEX, un exchange décentralisé. Alors pour mon exemple, je suis parti sur Gate.io, mais encore une fois, hein, vous l'avez vu, c'est disponible sur plein de plateformes, et dans mon cas, je suis effectivement parti sur le Bitcoin face à l'USDT, parce que c'est cette crypto-monnaie-là qui m'intéresse, et pour retrouver hein, les contrats perpétuels, j'ai tout simplement été dans les contrats ici futurs indiqués sur la plateforme Gate.io. Encore une fois, vous pourriez être sur MEXC ou n'importe quel autre, c'est exactement pareil. Alors, au niveau de la plateforme, hein, au niveau de l'interface, vous avez ce qu'on retrouve vraiment de manière complètement traditionnelle au niveau des plateformes d'investissement, si vous faisiez de l'investissement spot, hein, c'est-à-dire de l'achat tout simple. Et la partie, bien entendu, qui va nous intéresser le plus, c'est la partie de droite ici. Et pour cela, je voulais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui s'y passe. Donc, dans notre cas de Bitcoin versus hein, USDT, ce qui va m'intéresser, c'est premièrement le fait que je suis bien en stratégie isolée. Alors, pour vous faire très simple, vous avez la possibilité d'avoir les stratégies croisées ou isolées. Isolé, ça veut dire que chaque trade que vous allez prendre est vraiment isolé du reste. C'est-à-dire, encore une fois, que si vous aviez mis vos 100 $ de départ, vous ne pouvez perdre que les 100 $ que vous allez miser. C'est pour ça que c'est important pour moi vraiment de rester en isolé. Je ne veux pas que plusieurs positions puissent venir se contrebalancer, etc., etc. Et au niveau des leviers qui sont proposés, hein, chez Gate.io, on a la possibilité d'aller jusqu'à du x20, x25, je sais pas. Dans notre cas, encore une fois, on reste sur de l'effet de levier qui est très très mesuré, donc généralement x2, x3, je dirais au grand maximum du x5 pour ceux qui sont plus à l'aise. Si on commence à aller sur du x10 et autres, on est plus proche réellement du gambling que réellement du fait de hedger sa position. Mais encore une fois, là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Au niveau de la prise de position, c'est exactement comme si vous alliez acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Vous avez la possibilité de placer un ordre limite, c'est-à-dire que vous déterminez vous-même le prix d'achat ou de vente que vous souhaitez. Le market, c'est l'achat directement au meilleur prix, le conditionnel, etc., etc. Donc dans notre cas, pour mon exemple, je suis parti sur le prix du Bitcoin qui était au moment du tournage à 102 650 $. Et la valeur que je vais décider de placer, ce sera 300 $. Alors, 300 $, ça veut dire que l'effet de levier est déjà pris en compte ici. Donc, si j'affiche 300 $, ça ne veut pas dire 300 $ x 3, mais en réalité, c'est 100 $ x 3 qui nous donne les 300 $. Donc, soyez bien conscient de ça, l'effet de levier est déjà pris ici. Donc, on est bien sur 100 $ qui sont misés. Et on a d'ailleurs un résumé ici hein, qui me dit qu'au niveau de ma marge, hein, donc ce que je suis prêt à miser, je suis pratiquement à 100 $, parce que la plateforme, bien entendu, se prend des frais. On voit que si j'étais en long, je suis à 99,68, 99,76 si je suis en short. Et on a également, c'est ça qui est très intéressant, une estimation de mon prix de liquidation. Ici, comme je vais prendre une position short, on voit que je serai totalement liquidé, donc ça veut dire que je perdrai totalement mes 100 $ si jamais le prix du Bitcoin arrivait à 136 000 $. Et c'est là que c'est très intéressant, se dire que, ok, j'accepte potentiellement de perdre mes 100 $ si le Bitcoin arrive à 136 000, si vous avez acheté vos 1000 $ de Bitcoin à 102 650, si le Bitcoin arrive à 136 000 $, vous aurez largement, mais alors plus que largement, de quoi compenser. C'est effectivement 100 $ de perte. Et ici, pour le petit exemple, j'étais un peu plus loin pour vous montrer donc le résumé juste avant de placer mon ordre. Donc on voit bien qu'on est sur la position Bitcoin USDT, hein, c'est ce que je vous expliquais. On est sur une ouverture de short avec le fait d'être isolé, hein, c'est ce que je vous explique depuis le début, avec un levier x3, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre un levier, vous pouvez mettre en levier x1, hein, c'est une possibilité. On le voit, donc le prix de l'ordre, hein, 102 650, le montant, ce sera les 300 $, la marge, c'est ce que je vous disais, hein, donc ça c'est la mise que je suis prêt à mettre, donc c'est les 100 $, hein, multiplié par 3 pour avoir les 300 $ de mon effet de levier. Vous avez le prix actuel du marché, et là, donc c'est ce que je vous disais, mon prix de liquidation, ça veut dire que je perds totalement mes 100 $ si jamais le Bitcoin arrive à 136 321 USDT. Et ici, pour mon exemple, je vous parle d'une position, ce que je vais appeler brute, c'est-à-dire sans aucun stop loss, et donc où j'accepte potentiellement de perdre au pire les 100 $.
Mais bien entendu, lorsque vous aurez mis votre position, vous aurez la possibilité de dire par exemple, oh tiens, j'ai pas envie de perdre plus que 50 $ ou n'importe quelle valeur, eh bien je vais mettre un stop loss à une valeur qui sera calculée automatiquement par le site internet, hein, ça se fait de manière automatique, et qui vous dira, si le prix arrive à telle valeur, eh bien ça liquidera votre position et vous n'aurez perdu que au maximum les 50 $. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement prendre ce type de position au cas où on aurait justement un retournement de la tendance. Alors là, c'était l'explication hein, pour un exchange centralisé, on était sur Gate.io. Je vous montre exactement la même chose du côté d'un DEX, donc d'un exchange décentralisé. Et là, pour mon exemple, je suis chez DIDX avec la paire Ether US$, hein, donc directement du dollar, on n'est pas sur de l'USDT. On a exactement la même interface, vous voyez, c'est pratiquement pareil au niveau de ce qu'on retrouvait chez Gate.io. Et une fois encore, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie de droite ici qui va être marquée. Donc ici, je vous l'ai zoomé une nouvelle fois, histoire que ce soit parlant. Je vais donc prendre une position en short, on n'est pas sur du long. Je suis bien en isolated, donc en isolé. Hein. Encore une fois, on ne veut pas quelque chose de croisé, on veut vraiment que chaque position soit séparée l'une de l'autre. Et j'ai de nouveau le prix sur lequel je veux acheter donc de l'Ethereum, hein, donc je serai à 2463 $. Je suis sur un effet de levier x2 ici, donc, et en résumé, hein, on voit encore une fois ce que ça me mourrait. Donc dans notre cas, j'aurai un prix de liquidation à 3650 $, hein, donc ça veut dire que je perds une nouvelle fois 100%, donc 100 $, pardon, si jamais Ethereum arrive à 3650 $. Mais une nouvelle fois, si j'achète de l'Ether à 2463, bah, ça posera pas trop de problèmes que ma position se fasse totalement liquider si on en arrive là. Ma position, c'est bien encore une fois les 100 $, donc 99,99, position en x2, et on voit que le fait de prendre cette position chez DIDX me coûtera 2 centimes. Concernant la méthode et la stratégie de prise de profit, vous vous en doutez, elle va être propre à chaque profil d'investisseur et à l'aversion ou non de chacun pour le risque. Pour certains, ça va être des pourcentages de gains à réaliser sur leur position, pour d'autres, ça va être une quantité de stablecoin à générer, pour d'autres encore, ça va vraiment être des objectifs de prix qu'ils vont se fixer. Donc là, un petit peu, chacun, j'ai envie de dire, a sa propre méthode, sa propre technique. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode, qui, à mes yeux, est la plus sécurisée. Et quand je mets de si gros guillemets, c'est parce que vous en doutez, hein, quand on en est à utiliser ce type de technique, ce type de méthode, la sécurité reste quand même relative, puisqu'on est effectivement en train de faire du trading sur de la crypto-monnaie, et donc, bah, vous le savez, il y a quand même pas mal de volatilité. Donc, pour vous expliquer comment je fonctionne, j'ai décidé de prendre un petit exemple. Là, imaginons qu'on ait pris notre fameuse position de 1000 $ sur le Bitcoin qui est à 104 000 $. Je vais donc ouvrir ma position à 100 $ sur, de nouveau, hein, cette valeur de 104 000 $ en position short, avec ou sans levier. Encore une fois, là, c'est propre à chacun, vous faites absolument ce que vous voulez. Première chose à faire, dès que j'ai pris cette position au niveau de marché, je vais aller indiquer directement un stop loss. Alors, la valeur du stop loss, elle va être encore une fois propre à chacun. Ici, pour l'exemple, et c'est purement un exemple, hein, je ne sais pas du tout si ce sera cette valeur-là, je vais mettre, par exemple, mon stop loss à 104 500 $, ce qui correspondrait, dans mon exemple, à l'équivalent de 25 $ de perte que j'accepte de perdre sur les 100 $ que j'ai misés. Dans la réalité, ce sera probablement tout autre chose, parce que ça va dépendre de la taille de votre position, ça va dépendre du fait que vous ayez pris des leviers ou non, ça va dépendre également si la plateforme a plus ou moins de frais, etc. etc. Donc ici, 104 500 $, c'est purement pour l'exemple, mais vous avez un petit peu compris ce que je suis en train de vous expliquer. Et à partir de là, forcément, le marché, il y a deux directions qu'il peut prendre. Imaginons que le marché décide de continuer à pousser fortement à la hausse et qu'on arrive effectivement à 104 500 $. Dans ce cas-là, ma position va être clôturée, ça veut dire que ma position va être fermée. J'aurai effectivement perdu 25 $, donc ça c'est une perte, ça c'est dommage. Par contre, le bon côté, c'est que ma position que j'ai pris à 104 000 $, elle vaut et elle a pris de la valeur, ce qui vient indirectement un petit peu compenser cette perte que j'ai pu avoir au niveau de mon stop loss. Ça, malheureusement, bah voilà, ça c'est la solution, enfin le cas, pardon, où les choses se passent très mal, hein, et on va dire que on a pris notre position de hedging dans la pire des situations, tout simplement parce que bah, le marché il continue à fortement monter, et donc on se fait liquider.
Maintenant, imaginons que, au lieu de monter, eh bien, le marché, il commence à baisser, et qu'on a par exemple un Bitcoin qui arrive à 103 750 $. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais directement adapter mon stop loss. C'est-à-dire que le stop loss, je vais le baisser, je ne vais plus le laisser à 104 500 $, et je vais par exemple le baisser à 103 850 $. De la sorte, si jamais le marché vient à remonter par la suite, eh bien, ma position sera de nouveau à ce moment-là liquidée lorsque elle arrivera à 103 850 $. Mais le bon côté, c'est qu'à 103 850 $, je suis déjà en train de faire du bénéfice. Alors certes, ce sera peut-être pas un très gros bénéfice, mais ce sera toujours quelque chose de pris en plus que si j'avais simplement holdé ma position de manière classique. Imaginons maintenant que le marché continue de baisser, hein, vous êtes extrêmement bien positionné au niveau de votre hedging, le Bitcoin affiche 103 500 $, et bien de nouveau, je vais baisser mon stop loss à 103 700, etc., etc., vous l'avez compris, je baisse progressivement mon stop loss jusqu'au moment où celui-ci va se faire reprendre par le marché, parce qu'on estime bien qu'à un moment donné, vous n'allez pas suivre continuellement la baisse. Vous le savez, le marché il a tendance à ne pas aller que dans une seule direction, bien en ligne droite, hein, c'est jamais un tout droit vers le haut ou un tout droit vers le bas, on a souvent des petites oscillations, et c'est ici que c'est intéressant, parce qu'effectivement, si on a bien positionné notre stop loss et notre position de départ, on a la possibilité effectivement de faire grandir notre bague petit à petit, tout en suivant justement l'évolution du marché. Et ça, encore une fois, ça prend pas énormément de temps, puisqu'il suffit justement un petit peu de surveiller la tendance globale et générale hein, sur le marché pour justement adapter notre position, j'ai envie de dire, entre guillemets, pratiquement en temps réel. Donc, arrivé jusqu'ici, je vous ai fait vraiment un tour complet de ce qu'était le hedging et le fait de hedger ses positions. Pour le coup, c'est une technique qui était très utile en fonction de la situation du marché. Hein. En ce qui me concerne, je considère que, vu la situation actuelle du marché, ça peut être intéressant, mais c'est pas pour autant qu'il faut systématiquement hedger toutes vos positions. Hein. C'est encore une fois pas ce qui est le plus impactant et le plus important, ça va vraiment dépendre de la situation du marché. Et comme je le dis depuis le départ, ça permet vraiment de limiter les dégâts en cas de baisse, et d'en partie compenser la perte en valeur de votre investissement initial. Ce n'est pas une méthode pour être sûr à 100% de gagner à tous les coups, qu'on s'entende bien. Alors, j'en ai touché un mot hein, juste avant, mais 100% de vos positions ne doivent pas forcément être hedgées. Hein. C'est pas parce que vous avez découvert le hedging que demain, vous devez absolument avoir toutes vos positions hedging. Alors bon, normalement, vu les différentes manipulations que je viens de vous montrer et un petit peu le suivi qu'il y a à faire, vous l'aurez compris, ça demande un peu de suivi et de mise en place. Et une fois encore, ça ne va pas s'adresser à tous les types d'investisseurs et tous les profils d'investissement. Si vous êtes sur le marché et que vous êtes sur DCA, DCA only, bien entendu qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous de faire du hedging. Si vous êtes un investisseur long terme, vous achetez maintenant du Bitcoin et vous faites le bilan dans 10 ans, bien entendu, encore une fois, que le hedging ne s'adresse pas à vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pour quelqu'un qui, comme moi, suis investisseur long terme et qui va faire notamment du DCA et du DCA inversé également pour la prise de profit, le fait de hedger mes positions, encore une fois, en fonction de la situation du marché, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais ça peut être intéressant, encore une fois, en fonction de comment le marché évolue. En attendant, je ne peux que vous souhaiter le meilleur au niveau de vos investissements. Prenez soin de vous, les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao, les crypto-fans.